Cette vidéo est la suite de ma première vidéo sur l'histoire des transports rémois. Si vous l'avez ratée, elle est disponible dans la fiche en haut à droite pour la visionner. Dans la vidéo précédente, nous avons vu le réseau rémois évoluer de 1872 à 1914, avec l'apparition des tout premiers hippomobiles et omnibus. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale, à partir de 1918, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Entre 1914 et 1918, la ville de Reims fut l'une des plus durement touchées de la Première Guerre mondiale. En septembre 1914, les troupes allemandes envahissent la ville, qu'elles occupent brièvement avant d'être repoussées après la première bataille de la Marne. Cependant, les Allemands s'installent sur les hauteurs environnantes, d'où ils bombardent la cité, pendant presque tout le reste du conflit. Reims devient alors une ville de première ligne exposée en permanence aux tirs d'artillerie. Le 19 septembre 1914, la cathédrale Notre-Dame de Reims, symbole des sacres de rois, est gravement endommagée par un incendie provoqué par des bombardements. Au fil des années, la ville est entièrement détruite. Sur 14 000 immeubles, plus de 10 000 sont anéantis. La majorité des habitants fuient et seuls quelques milliers restent dans les caves ou abris improvisés. En 1918, lors de la seconde bataille de la Marne, Reims subit encore de violents assauts. Mais les troupes françaises et alliées parviennent à repousser l'ennemi. La ville est définitivement libérée le 8 octobre 1918. À la fin de la guerre, Reims n'est plus qu'un amas de ruines et devient le symbole des villes martyrs de France. Sa reconstruction, dans les années 20, marque le début d'une nouvelle ère et fait de Reims un emblème de la résistance et de la paix. Les bombardements allemands n'ont pas épargné les deux dépôts de tramway qui sont fortement impactés durant la guerre, avec le dépôt de Cérès et de Laon qui sont complètement détruits. À la fin de l'année 1919, peu après le traité de Versailles, des pourparlers sont organisés entre le conseil municipal et l'exploitant. Pour évacuer au plus vite les débris liés aux différents bombardements, des voies de 60 ont été construites afin de faciliter le transport des déblais dans toute la ville. Malgré ça, la ville décide, en repartant de zéro, de reconstruire tout le réseau de trams d'avant-guerre en reposant les caténaires détruites et en remettant en service le matériel roulant endommagé sur certains tronçons. Ça sera le cas sur le tronçon Laon-Saint-Rémy qui sera remis en service en février 1920. La dénomination des lignes reste la même qu'avant-guerre avec quelques modifications de tracé et de fusion des lignes. Le tronçon de la ligne B, réouvert en février, est une fusion des lignes B et ligne C sur le tronçon Laon-Saint-Rémy. Une semaine plus tard, le tronçon Pont-d'Épernay-Théâtre de la ligne A est réouvert au public. Par la suite, plusieurs anciens tronçons sont réouverts sur la ligne A, comme celui de la Hobette, puis jusqu'au cimetière de l'Est le 11 avril 1920. Ensuite vient le tour de la ligne B, avec deux réouvertures de tronçons, comme celui de Flichambault, puis jusqu'à Sainte-Anne. Le dépôt de Laon est déblayé et les rames remises là-bas sont transférées aux usines de fabrication et de production de Carrel et Fouché au Mans pour être réparées en plus d'être remises aux normes et en conformité. Le 20 novembre 1920, les rames de la ligne D circulent sur la totalité de la ligne d'avant-guerre, entre Cernay et Clermarais. Le réseau a dû louer des motrices de tramway provenant de Blois et de Brest. 3 ans plus tard, en février 1923, la compagnie réceptionne 4 des 7 motrices reconstruites provenant du Mans au dépôt CBR pour y être acheminées au dépôt de Laon. La compagnie se rend compte qu'ils n'ont pas assez de matériel roulant pour exploiter correctement la réouverture des tronçons de la ligne C. Peu après, 3 autres motrices sont reçues à Laon. Si à ce moment-là de la vidéo vous pensez encore à la ville de Laon dans les Hauts-de-France et pas au dépôt à Reims, alors que j'ai répété 4 fois que c'était le dépôt de Laon, je vous conseille vivement de revoir la vidéo. Le dépôt de Laon sera intégralement reconstruit avec des matériaux modernes tels que le béton armé. Le 21 avril 1923, c'est la réouverture du tronçon Gare Dieu-Lumière de l'ancienne ligne B, reprise par la ligne C peu de temps après. Il s'agit du prolongement vers le nord de la ligne à Neuchâtel depuis la gare. Le 27 mai 1923, la ligne C reprend les derniers tronçons fermés de la ligne B pour être complétée par ce dernier prolongement vers Pont-Houillon. Malgré toutes ces réouvertures et prolongements de lignes de tramway, les Rémois attendent beaucoup de ce réseau, mais l'exploitant a du mal à répondre à leurs attentes à cause du cruel manque de rames rénovées et agrandies en longueur, afin de croître la capacité. La ligne D est prolongée vers le pont de Saint-Brice le 25 février 1925. Il s'inscrit cette fois-ci dans une extension du réseau plutôt qu'une reconstruction de l'ancien réseau d'avant-guerre.
11 mois plus tard, est ouverte une antenne de la ligne C qui est nommée sobrement C bis, qui effectuera provisoirement des navettes entre la rue du Barbâtre et la cité Jardin du Chemin Vert, en attendant la réapparition de la ligne E. La fréquence de cette petite navette est de 12 minutes en journée. Le 1er septembre 1926 voit l'apparition d'une nouvelle antenne sur la ligne D, qui est également nommée D bis, qui va effectuer, comme sa cousine la C bis, des navettes entre la place Knorri et la place de la République. Durant cette même année, change la dénomination en passant du système alphabétique au système numérique. Parce que, pourquoi pas, pour des raisons de simplification pour moi et de compréhension pour vous mes chers abonnés, nous resterons sur la dénomination en lettres, car ce système n'aura duré que 5 ou 6 ans. Un nouveau prolongement sur la ligne E, donc la D bis, qui déplace son terminus de la place Knorri à l'octroi de Bétheny, à l'entrée de la commune du même nom, toujours sous forme de navette. En juillet 1927, la ligne E est inaugurée dans son intégralité, supprimant les navettes C et D bis. En 1928, la dernière série de motrices reconstruites est réceptionnée au dépôt de Laon. La municipalité envisage dans la même année l'acquisition d'autobus pour améliorer la desserte de la ville. Il est également prévu un prolongement de la ligne C entre Sainte-Anne et Maison-Blanche, en partenariat avec le CBA, pour l'utilisation de leur voie et l'électrification de la ligne. Finalement, après des complications, l'électrification de la ligne est abandonnée au profit d'une locomotive à vapeur qui va tracter le tramway sur la partie de l'extension à partir de Sainte-Anne jusqu'à Maison-Blanche, qui sera exploitée en navette. Une correspondance sera nécessaire aux usagers pour continuer leur trajet après Sainte-Anne. En 1931, au mois de février, les premiers essais se font sur l'extension de la ligne, puis le prolongement ouvre le 26 avril 1931. Pendant ce temps, la ligne E est parfois exploitée en navette, parfois en exploitation normale. C'est en 1932 que la ville décide d'acquérir ses premiers autobus. C'est cette même année qu'est inaugurée la première ligne d'autobus numérotée 1 pour la différencier des lignes de tramway. Pour exploiter cette nouvelle ligne, 3 autobus de type Renault YPAC sont commandés et arrivent quelques mois plus tard. L'année 1932 marque aussi la rupture du contrat entre la CTA et la CBR. Cette rupture est la suite de plusieurs désaccords entre les compagnies. De ce fait, la ligne B revient à son ancien terminus. Le 12 août de la même année, la ligne 1 est mise en service entre le parvis de la cathédrale et le cimetière du faubourg de Laon. Cette ligne correspond à une sorte de prolongement de la ligne B au-delà de son terminus nord. Ce dit prolongement a été déjà étudié avant la Première Guerre mondiale, mais stoppé par cette dernière. Au cours des 3 premiers mois d'essai, le bilan de la ligne est catastrophique. Elle est fortement modifiée avec un nouveau tracé entre les Halles, la gare de l'Est et Maison-Blanche. Elle reprend des tronçons de l'ancienne ligne E du tram, en desservant le nouvel hôpital civil à Maison-Blanche. Cette nouvelle ligne 1 est lancée le 25 novembre 1932. Les navettes de la baie ne sont par conséquent remplacées par la ligne 1. 2 ans plus tard, en 1934, 2 Renault modèle YPAC arrivent sur le réseau de bus. En janvier 1935, la ligne 1 devient la ligne F pour mieux s'harmoniser avec le reste du réseau tram. En 1936, la France traverse de forts moments comme la victoire du parti Front Populaire en juin, ainsi que des mouvements sociaux permettant d'aboutir aux accords de Matignon qui donna plus de droits aux ouvriers, comme la mise en place de la semaine de 40 heures de travail maximum, 15 jours de congés payés, 13 de vacances plus 2 week-ends à l'année. La mise en place de contrats sélectifs entre les ouvriers et le patronat, et également la liberté d'opinion. C'est pour cela qu'un conflit éclate au sein de la CTR avec des ouvriers et l'entreprise, causant des perturbations sur la régularité du réseau qui par conséquent fait perdre à l'entreprise sa fréquentation voyageurs, en plus de mettre l'entreprise en position financière très délicate. En 1937, avec ces différents problèmes, dont la grève, l'entreprise ne pouvant pas assurer le service à 100%, convient le conseil municipal la suppression de certains services sur le réseau. Le conseil municipal espère ne pas prendre d'autres mesures extrêmes à l'avenir. Malheureusement, la situation ne s'améliore pas pour la CTR. Elle est obligée de refaire fonctionner la ligne E en navette. La situation devient tellement délicate que la ligne F ferme définitivement. En 1938, le directeur de la CTR demande la résiliation du contrat entre la ville de Reims et son entreprise. Pendant ce temps-là, la ligne D du tram circule quotidiennement avec 2 trams sur la ligne. Durant la fin d'année 1938, la municipalité passe un concours pour désigner un nouvel exploitant au plus vite, car c'est la turbo-merde sur le réseau. Il y a plusieurs entreprises qui entrent en concours, dont Eugène Lucas et son entreprise de transport de marchandises qui va gagner cet appel d'offres face aux autres concurrents. Le 22 novembre 1938, un décret municipal met un terme définitif à la compagnie des tramways de Reims, en la fermant avec un effet immédiat 6 jours plus tard. Le réseau bus-tram fonctionne tant bien que mal et n'est pas supprimé. Le nouvel exploitant, malgré le fait qu'il ait remporté un concours pour l'exploitation de lignes de tram-bus, n'a pas son habilitation pour exploiter le matériel roulant des lignes de tram. Assez cocasse pour quelqu'un qui doit exploiter le réseau, mais qui ne peut pas le faire.
En février 1939, 29 bus de la société Bernard sont commandés pour le réseau, dont Eugène avait déjà des affinités. Donc ce choix de véhicule est purement logique par rapport à ces partenariats. Les véhicules seront des Bernard de type DB4, dont 22 diesel et 7 gazogènes. Le 1er septembre 1939, la municipalité décide de passer le réseau de tram en créant une régie pour l'exploitation pour faciliter le passage de l'exploitation entre la municipalité et celle de Eugène. La régie dure 1 mois et demi. Eugène reprend l'exploitation à partir du 16 octobre 1939 seulement. Le 15 octobre 1939, le réseau de tramway ferme définitivement et regagne le dépôt de Laon. La dernière motrice, conduite par Monsieur Frère, rentre à 18h54, affichant le dernier terminus desservi, cerné sur la ligne D. Ceci marque le tournant d'une ère pour le réseau de transport à Reims. Avec la fermeture du premier réseau de tram, il faudra attendre près d'un demi-siècle plus tard pour avoir le renouveau du tram en avril 2011. Le 16 octobre 1939, le nouveau réseau de bus est lancé avec 14 DB4 de la marque Bernard sur les 29 commandés. Les 5 Renault Ipac sont donnés à la municipalité. Le nouveau réseau de bus comprendra 7 lignes de bus. La ligne AB qui fait Cimetière de Laon, Sainte-Anne par Gare SNCF, anciennement Gare de l'Est. La ligne AC qui fait Dépôt de Laon à Maison Blanche via la gare. La ligne AD qui fait Neuchâtel Pont-Yon via la gare. La ligne B qui fait Cimetière de l'Est La Aubette via le théâtre. Ça sera la seule ligne qui ne passera pas par la gare. La ligne C qui part de la place de la Belgique pour rejoindre la rue de Cernay, toujours via la gare. La ligne D et la ligne E sont les deux seules lignes qui font terminus à la gare. La ligne D fait de Gare SNCF jusqu'au foyer Rémois, actuel chemin vert. Et la ligne E de Gare SNCF jusqu'à Octroi de Bethny. Le réseau est lancé avec quelques modifications, mais c'est 3 fois rien, vous allez voir. La ligne AB fera finalement de place des Belges à Maison Blanche par Gare SNCF, qui sera effectif uniquement pendant 1 mois avec un terminus provisoire à Sainte-Anne. La ligne AC n'est pas mise en service. La ligne AD, qui n'a pas bougé entre temps, garde les mêmes terminus qu'à l'initial du projet. La ligne B n'est pas modifiée, cependant la ligne C qui fait Clermarais, Foyer Rémois aura quand même un changement de tracé en cours de route via la place Knorri et le boulevard Jamin. Elle reprend le tracé initial au niveau de la rue de Cernay, puis emprunte le boulevard Pommery. Quelques semaines plus tard, la ligne AD est finalement modifiée en étant déviée par l'avenue de la Suippe suite au déménagement des administrations, parce que la Seconde Guerre mondiale a commencé déjà depuis quelques mois. En 1940, la ville sous ordre de l'armée française a décidé de réutiliser les trams comme barricades sur des endroits stratégiques de la ville pour ralentir les Allemands. Finalement, l'armée française revient sur sa décision car jugée trop dangereuse à cause de la caténaire qui sera enlevée en même temps que les trams qui seront rentrés au dépôt. L'armée adopte une autre stratégie en réquisitionnant la totalité des véhicules de la compagnie pour évacuer les biens personnels de l'État, argent, documents pouvant mettre en danger les plans stratégiques militaires. Ces documents sont transférés dans les villes de Nevers et Gaillac. Après une petite défaite militaire, quelques mois plus tard, le concessionnaire récupère 5 véhicules prévus pour les remettre en service sur les lignes AB et B. Finalement, 2 véhicules de plus arrivent sur le réseau. À cause d'une pénurie de carburant au cours de cette époque, les véhicules roulant au diesel sont transformés à l'énergie et au gaz. En 1941, certaines rames de tram sont revendues auprès de la CFVE, compagnie des chemins de fer à voie étroite, basée à Saint-Étienne. La dernière rame roulera en 1959. Pendant la Seconde Guerre mondiale, entre 1942 à 1945, le réseau sera impacté par des bombardements et des dynamitages des infrastructures de la ville telles que les ponts, ce qui a pour effet d'impacter le réseau de transport rémois et une mise en service tardive des lignes, qui rentra en vigueur en juin 1942. 2 ans plus tard, en avril 1944, la dernière ligne active du réseau ferme à cause des bombardements alliés. Entre-temps, 7 autres véhicules réapparaissent afin d'agrandir le parc passant de 14 véhicules, dont 6 qui ont été emportés par les Allemands dans leur retraite, et on n'entendra plus jamais parler d'eux. La ville de Reims est libérée le 30 août 1944, il ne reste que 3 véhicules sur les 8 restants avec une remise en service de la ligne AB en décembre 1944. Finalement, un petit prolongement apparaît entre la place des Belges et la cité Gauthier, avec un 4e véhicule qui revient mais dans un triste état. En 1945, notre bon vieux Eugène discute avec la municipalité pour faire un nouveau contrat d'exploitation pour le réseau rémois. Puis finalement, après de longs périples, les autobus rechangent une nouvelle fois d'énergie pour passer au diesel. Eugène Lucas meurt cette même année et son business est repris par ses fils André et Maurice Lucas. Entre 1945 et 1946, des discussions se font sur un retour à l'électrique mais via des trolleybus, qui connaît un véritable essor à ce moment-là. Mais la municipalité, ayant peur qu'avec l'apparition du trolleybus, cela fasse réapparaître le tramway. Ce projet sera finalement abandonné. Dans la prochaine vidéo, on verra comment le réseau s'est reconstruit après la Seconde Guerre mondiale et comment il a pu se développer avec l'extension de la ville. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui m'a pris énormément de temps à être faite. Je remercie RF pour m'avoir aidé sur le texte. Toutes mes sources sont en description, y compris pour mes réseaux sociaux. Et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.